On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Après avoir passé une étrange soirée seul chez lui avec son petit frère, Kevin va se persuader que le monde de l'au-delà existe sans en avoir de preuves réelles. Le monde du paranormal l'attire et le pousse à faire plusieurs expériences avec ses amis jusqu'à une mauvaise rencontre qu'il n'oubliera jamais. Cette histoire s'intitule Zozo. J'ai grandi dans une famille qui déjà n'est pas croyante du tout, enfin qui ne l'est plus. Mon père, je sais quand il était jeune, était chrétien, mais au décès de mon grand-père, disons vu qu'il est parti à cause de la maladie assez jeune, ne croit plus du tout en Dieu, ce qui est compréhensible à mon sens. Ma mère, elle, de son côté, a été aussi élevée un petit peu dans la religion. Donc j'ai une grande sœur et un petit frère. On a toujours été bien élevés ou quoi que ce soit par ma famille. Au niveau de mon expérience, moi ça a commencé la toute première fois avec mon petit frère. On a 4 ans d'écart avec mon petit frère. Donc quand lui avait 8 ans et moi je devais avoir à peu près 12 ans, si je me souviens bien. C'était un soir où mes parents étaient partis à une soirée avec ma sœur que notre commune fait toujours. C'est un petit peu les fêtes des petites communes. Et on était restés tous les deux parce que nous, ça nous intéressait pas forcément. On préférait rester tous les deux, faire notre petite vie. Ça nous permettait de faire quelques conneries tant que les parents n'étaient pas là, quoi. Donc on aimait bien, à l'époque, avec mon frère, c'était regarder les trucs de paranormal. Donc à l'époque, il y avait une émission, c'était les 30 histoires paranormales qui se passaient. C'est ce qui se passait généralement, je crois que c'était sur TF1. Et il y avait un épisode qui nous intéressait plus particulièrement parce que ça parlait du château de Martinvat, donc par chez nous, qui est assez réputé pour être hanté, où il y a des phénomènes qui se passent un petit peu bizarres, où a priori des gens voient des enfants, qu'il y a des portes qui claquent, des bruits de pas. Donc nous, ça nous intéressait assez particulièrement, vu qu'en plus c'est la religion, c'est pas souvent qu'on a ce genre de choses à la télé. Il devait être à peu près dans les 23h30, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. On était en train de regarder donc la télé avec mon frère. Et on avait la porte de la cuisine qui était ouverte. Et au moment où il commençait à parler des fantômes, comme ils appellent ça à la télé, on a entendu la porte qui se claque. On s'est retourné, on a regardé avec mon frère, on voit que la porte de la cuisine s'est fermée. On fait bon, d'accord. On commence quand même à avoir un petit peu peur. À cette époque-là, on n'est pas trop fiers. On a décidé de changer l'émission et plutôt de partir sur Gulli et regarder les dessins animés. Au bout d'une demi-heure, notre courage revient un petit peu plus. On fait bon, c'est bon, c'était rien. On se remet à regarder l'émission. Et au bout de 5-10 minutes, on entend la porte qui s'ouvre, donc avec le petit couinement, un petit... On se regarde, on fait bon, d'accord. Puis on regarde la télé et là, quelques minutes après, la porte se remet à claquer. Bon, ok, c'est terminé, on arrête. Ça doit déranger quelqu'un qu'on regarde ce genre d'histoire, ça ne plaît pas trop.
Du coup, on a décidé d'arrêter et de se concentrer plutôt sur les dessins animés, voire même, si je me souviens bien, je crois qu'on était parti directement dormir ou jouer dans la chambre avec mon petit frère. On s'est dit qu'il y avait quelque chose de très très bizarre. Et on a tout de suite pensé à un fantôme, vu qu'on était assez dans la création imaginaire avec mon frère à cette époque-là, et on s'inventait un petit peu des mondes. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas jouer un peu avec le feu. Surtout à cette époque-là, on commençait à regarder, même si on n'avait pas le droit, des films d'horreur qui n'étaient pas forcément de notre âge, et que du coup on se montait des fois un petit peu la tête par rapport à ça. À savoir qu'avec mon frère, on n'était pas forcément à l'aise dans la maison parce que c'était une maison de plein pied, mais en dessous il y avait un sous-sol avec un grand garage, mais vraiment très grand, qui faisait la superficie de la maison. Et généralement le soir, quand il fallait descendre en bas, il fait très nuit, il fait froid, et on se sentait pas à l'aise. Il y avait, je sais pas trop, on n'arrive pas trop à expliquer maintenant vu qu'on a grandi et qu'on a plus trop ces ressentis-là, mais on se sentait pas forcément à l'aise. C'est que dès qu'il y avait un compteur, ça nous était déjà arrivé, le compteur électrique qui sautait, il était en bas, et quand fallait y aller et que papa et maman étaient pas là, c'était un peu inquiétant. Même mon petit frère, je sais que ça lui arrivait des bricoles ou juste avec cette peur-là de descendre en bas, il se cassait facilement la gueule dans les escaliers, dans des escaliers en béton, et généralement on se dépêchait de remonter vite fait ces escaliers-là pour entrer dans la maison. Je suis toujours parti du principe qu'il y avait quelque chose depuis ce jour-là dans la maison. Je me disais, il y a des trucs bizarres, des ressentis bizarres. Moi, je sais que dans ma chambre, j'avais une armoire bleue. Des fois, le matin, je me réveillais, elle était légèrement entrouverte. Et quand ça se passait dans la nuit, tu fais mince. Je l'ai fermée, cette armoire. Je suis sûr que je l'ai fermée. Et tu restes bloqué dessus, tu la fixes, tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose. Donc, dans ce cas-là, tu te caches sous les couvertures, puis tu dis plus rien. À savoir que cette année-là, disons que j'étais pas très très doué dans les études. J'avais une pression qui était un petit peu importante quand même de mes parents, parce que je ramenais des mauvaises notes. Et j'étais quelqu'un qui était assez réservé. J'avais des amis, mais j'étais un petit peu bouboule, donc du coup, j'étais plus du genre à me faire maltraiter par les gens plutôt qu'autre chose. Et un soir, pourquoi, je sais pas, j'en ai eu marre, en pleine nuit, puis peut-être avec les histoires de paranormal, je m'étais peut-être monté un petit peu la tête. Je me souviendrai plus exactement de ce qui s'est passé ce soir-là, mais en fait j'ai demandé à devenir beaucoup plus fort, parce que je me considérais comme faible. Je pleurais tout le temps, et je sais plus trop exactement ce qui s'est passé, mais tout ce que je me souviens, c'est que après ça, jusqu'à que j'arrive en 3e, donc de mes 12 à mes 14 ans, j'ai commencé à faire quelques paralysies du sommeil, où je me réveillais en pleine nuit, j'arrivais pas à bouger, j'étais tétanisé, j'avais le cœur qui battait à 100 000 à l'heure. Je sentais pas forcément une présence, mais ça me bloquait. J'arrivais à me rendormir ou à me libérer, je sais pas trop comment je faisais. Mais tout ce qui se passait en tout cas avant ou après cette paralysie, c'est que je faisais des cauchemars et c'était tout le temps le même. J'en avais 2. Donc le premier, c'était où j'avais comme le cerveau ça me faisait des bouh, et ça s'intensifiait. J'étais dans une pièce seule où plus ces bruits-là s'augmentaient, plus la pièce compressait sur moi, et je sentais comme quelque chose qui me susurrait à l'oreille des choses qui étaient pas forcément gentilles, pour qu'au final, à la fin où la pièce devenait complètement petite, elle s'agrandissait et je me retrouvais devant une grande figure qui était là et que je me retrouvais en face de lui, et qu'au final je me retrouvais à être aspiré par cette chose-là qui m'englobait dans sa bouche. Et ça, ce rêve-là, je le faisais au moins deux fois par semaine. C'est pour ça que j'avais extrêmement du mal à dormir. J'avais peur de m'endormir jusqu'à mes 14 ans, où ce qui s'est passé, c'est que j'étais devenu quand même quelqu'un d'un peu plus fort et un peu plus confiant, et j'en ai eu marre. Et je me suis dit que j'allais combattre ce rêve-là. Et pour faire en sorte de m'imposer, qu'il arrête de m'embêter et que ça arrête de me gâcher toutes mes nuits. Donc comment je l'ai combattu, je sais pas. Est-ce que c'est par la confiance? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai réussi. Ça s'est stoppé, et ce rêve-là n'est jamais revenu. Enfin, sauf quelques temps plus tard. Mais bon, ça c'est... Dans la temporalité, on dirait que c'est encore une autre histoire. Le deuxième rêve que je faisais aussi à cette époque-là,
qui venait pas trop souvent par rapport à celui-là, c'était je me retrouvais en dehors de la maison, à courir autour de la maison. Le but, j'avais mon père qui était en train de dormir sur le canapé et je devais le réveiller. Et j'avais une sorte de loup, on dirait un loup-garou de toute façon. Moi j'assimile ça à un loup-garou qui me courait après. Et si je n'arrivais pas à réveiller mon père, il me mangeait, c'était terminé. Et celui-là, c'est pareil. J'ai jamais réussi à atteindre mon père et à le réveiller avant l'âge de mes 14 ans. Une fois qu'entre guillemets je me suis révolté contre ses rêves. Et celui-là, c'est pareil, une fois que j'ai réussi à atteindre mon père et à le réveiller, j'ai jamais eu ce rêve de toute ma vie. En tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai jamais eu. À Brickbeck, on avait une forêt où il y avait de sombres histoires qui se passaient. A priori, il y avait une cabane à la sorcière où il y avait des symboles qui apparaissaient et qui disparaissaient et qu'elles changeaient de place. On l'a cherché pendant des années avec des amis, où moi personnellement je l'ai jamais trouvé, mais que j'ai des amis qui l'ont trouvé et qui ont décidé de jamais revenir là-dedans. C'est une légende qui s'est transmise entre guillemets entre jeunes. Surtout à cette époque-là, on aimait bien les choses bizarres, donc on recherchait à vivre des petits moments qui nous font monter l'adrénaline et qui nous amusent un peu. Parce que quand on est dans des petites communes, on n'est pas à la ville, il n'y a pas grand chose à faire autour, à part des forêts, donc qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? C'est les forêts. Cette fameuse cabane de sorcière, justement, c'est une amie qui était avec nous à cette époque-là et qui traînait avec nous. C'est elle qui nous l'a raconté. Et elle, disons que elle a vécu pas mal de choses assez horribles dans sa vie, et elle avait un lien avec le paranormal où elle vivait pas mal de choses. Elle nous a jamais trop expliqué ce qu'elle vivait, enfin ce qu'elle avait ressenti ou quoi. Du fait qu'elle ait perdu son frère assez jeune, elle s'intéressait à ce genre de choses pour essayer de communiquer. Je sais qu'elle avait fait à l'époque des séances de spiritisme. Quoi exactement, elle a jamais voulu nous raconter, mais elle était très ancrée dans ce monde-là. Donc c'est un petit peu elle qui nous a en plus un peu poussé à croire à ces choses-là et essayer de trouver des preuves et des expériences, on dira ça comme ça. Par rapport à cette cabane, les symboles qui étaient dedans, c'était des symboles liés par rapport aux démons. C'est que il y avait rien de gentil, on se sentait pas forcément bien dedans. Après, on n'a vraiment jamais su si c'était des gens qui venaient et qui inscrivaient au fur et à mesure leurs symboles dedans. Moi, je l'ai jamais vu de mes propres yeux, malheureusement. Pourtant, je l'ai cherché. Encore récemment, je l'ai cherché, mais je la trouve pas. Et tout ce que je sais, tout ce qu'elle m'avait dit, c'est que à l'époque où il l'avait trouvée, elle avait voulu y retourner avec nous pour nous montrer. Et on n'a jamais été capable de la retrouver. On a été au même endroit et elle était plus là. Et dans cette forêt, il faut savoir que des fois, de temps en temps, on trouvait des coins où il y avait des troncs d'arbres qui avaient été laissés sur place, enfin faits en forme de chaise, et où généralement il y avait des feux de camp qui avaient été faits. Mais on sait très bien que généralement les gens ne peuvent pas y aller parce que c'est une forêt qui est interdite seulement aux chasseurs, et que les chasseurs, c'est pas eux qui font ça. Et généralement ces troncs d'arbres là, on les trouvait dans des zones où il y avait plus de végétation. Tout était cramé entre guillemets autour. Pas cramé par le feu, mais comme si c'était mort, que ça avait pourri et laissé à l'abandon. Plusieurs années plus tard, j'y suis retourné avec des amis à moi, parce que, et ça je l'expliquerai un petit peu tout à l'heure, ces amis-là étaient très très branchés paranormal. Et disons que si j'aurais su, on n'y aurait jamais été. Parce que on a recherché cette cabane-là, on savait plus trop où est-ce qu'on était garé, donc on s'était dit qu'au début on prendrait un point de boussole, ce qu'on avait fait avec nos téléphones, pour être sûr de retrouver notre route. Et plus on s'enfonçait dans la forêt, donc avec ces amis-là, plus on s'enfonçait dans cette forêt-là, plus on se rapprochait du point qui normalement était là où je me souvenais étant gamin, plus on retrouvait la forêt qui était asséchée et comme morte. Et on avait une amie dans le groupe qui était très 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 réceptif
tout le paranormal, c'est-à-dire qu'elle voyait et elle entendait de ce qu'elle nous disait. Cette personne-là, c'était une personne avec qui je sortais à l'époque. Plus on s'enfonçait dans la forêt que je voulais leur faire découvrir, plus elle se sentait pas bien. Elle se sentait tellement pas bien que ça la lançait dans le cœur et elle me disait il faut qu'on s'en aille, je vais faire un malaise, ça va pas du tout. Donc là on s'est dit bon ok, on arrête les bêtises, on rentre jusqu'à la voiture, on prend nos petites boussoles. Ça faisait déjà 2 heures qu'on était dedans, on n'avait pas fait attention, la nuit commençait à tomber. Et on se sentait observé. Moi particulièrement, je nous sentais observés, la copine de l'époque se sentait observée, les gens qui étaient avec nous, qui croyaient pas forcément, se sentaient observés aussi. Et plus on s'éloignait, plus on entendait des craquements de branches, des pas très lourds. Pas comme un sanglier ou quoi que ce soit qui marche et qui va s'en aller. Non, ça nous suivait. On s'est mis à courir, ça courait. On s'arrêtait, ça s'arrêtait. Donc à un moment donné, de la boussole, on n'arrivait pas à retrouver la voiture. Bon, alors, est-ce qu'on avait mal pris nos points? Je sais pas. Est-ce que ça s'est déréglé? Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que pour fuir, entre guillemets, cette chose qu'on ressentait de négatif, on a dû sauter directement dans un champ. On a été au plus proche limite de la forêt. On a sauté dans un champ pour ressortir de cette forêt. C'était la sensation qu'on avait. Fallait partir, sinon il allait arriver quelque chose de pas bien. Donc on a décidé de partir et on n'en a jamais rediscuté entre nous par rapport à cette histoire. Les 2 personnes qui étaient avec nous, qui étaient très terre à terre, déjà n'y croyaient pas. Mais au final, c'est surtout qu'ils ont tellement eu peur qu'ils se sont dit faut pas en reparler, sinon on rattirera le mauvais œil sur nous. Moi personnellement, j'ai vécu d'autres choses un petit peu plus importantes. C'est-à-dire que ma grosse expérience au niveau du paranormal, c'est le jour où on était en repas donc dans notre nouvelle maison. On avait déménagé entre deux. Quand on avait déménagé, on avait fait une soirée avec mes parents et un ami à moi et une autre amie à moi. Et on était en train de parler de paranormal, donc le premier ami, c'était Grégoire. C'est un ami d'enfance, donc je le connais depuis la maternelle. Sa maman, c'était ma prof en maternelle. Et on a commencé à parler un petit peu de paranormal, etc. Et il me disait que sa mère lui avait toujours interdit d'en faire, parce qu'elle avait fait un petit peu quand elle était jeune des séances de spiritisme et donc du Ouija. Et que ça leur est arrivé des histoires très très sales qu'elle lui a jamais racontées, qu'elle a jamais voulu lui en parler. Mais bon, on était majeurs, on veut tous faire notre expérience. Donc j'ai eu la bonne idée de leur dire, allez, on n'a qu'à aller s'en faire une. Il est 23h, les parents sont se coucher, on va dans l'arrière-cuisine, on prend les cartons de pizza et on se fabrique une fausse table de Ouija. Donc déjà on a mis un petit peu de temps à la fabriquer parce que un coup c'était trop petit, un coup c'était trop grand. Heureusement on avait pas mal de cartons de pizza pour le faire et on n'arrivait pas à trouver le bon verre. Donc on a décidé c'était de prendre un shooter. C'est le plus petit, c'est le mieux. On fait allez, on se lance. Ma mère avait des cierges à la maison donc on lui a piqué des cierges. On s'est mis totalement dans l'obscurité. On s'était renseigné quand même avant d'y jouer des pratiques. Donc on avait éteint tous nos téléphones pour être sûr qu'il n'y ait pas de champs électromagnétiques qui viennent bloquer. Ou encore, on avait vu aussi que à chaque fois que les séances de Ouija avaient été filmées, ça se passait très mal. Parce qu'a priori, dans le monde de l'occulte, ce n'est pas apprécié de filmer ce genre de séance. Donc on commençait à essayer de jouer. Notre copine qui était là à l'époque n'y croyait pas du tout. Elle rigolait tout le temps, elle jouait pas le jeu. Bon, moi ça m'énervait un peu parce que nous on était avec Grégoire cœurs et âmes dedans et on voulait vraiment essayer de trouver quelque chose. Donc ça marchait pas. Et par pur hasard, un quart d'heure après, on a un ami, Juju, qui vient à la maison, qui était en soirée juste avant. Bon, chez moi, c'était un petit peu comme chez lui, on se voyait tout le temps, il rentrait quand il voulait, il y avait aucun problème. Donc bon, quand il est arrivé, il s'est un petit peu foutu de notre gueule en nous voyant dans le noir avec nos bougies.
et notre table. Vu qu'il rigolait et qu'il faisait un petit peu le malin, je sais pas, écoute, viens avec nous, et je fais, tu verras bien. Et j'avais dit donc à la copine de l'époque de partir, parce qu'elle voulait pas jouer le jeu et ça servait à rien. Donc on s'est installés tous les trois, puis on a réussi. Donc là, on se regarde un petit peu stupéfait. On était sur une petite table carrée, on avait tous les genoux, mon genou gauche sur le genou droit de Grégoire qui était en face de moi, et ainsi de suite, parce qu'on avait lu qu'il fallait que les genoux soient liés, que les corps soient liés et que nos doigts soient légèrement posés sur le verre. Du coup, on se lie tous nos corps et on pose légèrement notre doigt sur le verre. Puis commence la fameuse question, esprit, si tu es là et si tu acceptes de répondre à nos questions, manifeste-toi. Ça marchait pas, donc on rechange un petit peu la question. Je lui demande juste un esprit, es-tu là? Puis là, le verre se met à bouger. Bon, moi personnellement, je regarde Grégoire, il est en face de moi, il me fait les gros yeux. Genre, c'est toi qui fais, on n'ose pas trop se parler entre nous. Fait bon, on regarde Julien il rigole. Fait bon, ça se trouve c'est Julien, il fait une connerie, c'est lui qui déplace le verre. Cette première expérience-là, même si c'était la première en Ouija, je me souviens plus trop des réponses ou encore des questions que j'avais posées. Je sais qu'elle nous avait donné son prénom. Tout ce que je me souviens et qui me marque, c'est son âge. Pour moi, elle avait 7 ans. Donc on lui demandait juste de souvenir, je crois, on lui avait demandé si elle était contente où est-ce qu'elle était. Elle nous répondait par oui, puis à un moment donné, au bout de 5 minutes, vu que c'était la première et qu'on était très, très excités, on lui a dit esprit au revoir, puis il nous a dit au revoir. Là, on a décidé d'arrêter le jeu, d'aller fumer une cigarette dehors et d'en discuter entre nous. Bon, les premières réactions, ça a été, mais c'est toi qui bougeais le verre? Je fais, bah non, c'est pas moi. Je suis trop sérieux pour ça. Je fais, non, je n'en vois pas l'intérêt. Je regarde Grégoire, je fais, c'est toi qui bougeais le verre. Il me fait, non, je te jure, c'était pas moi. Non, j'ai rien fait. On regarde tous les deux Julien, parce que lui, il avait le grand sourire. Non, les gars, je vous jure, j'ai rien fait. C'est trop bizarre. Et faut savoir que Julien, lui, de son côté, sa grand-mère était décédée il y a pas longtemps. Et moi, je la connaissais pas personnellement, je l'avais jamais vue, je connaissais même pas son prénom. On était dans le garage, dans le coin, en train de fumer, et Julien me dit, ouais, t'imagines, on tombe sur un proche, fais-toi, tu tombes sur ton grand-père décédé, ou moi sur ma grand-mère, oh, ça doit faire bizarre, mais ça doit être sympa. Puis on rigole, on fait, bon, allez, on va aller refaire une séance, ça se termine là-dessus. On décide de rejouer, et on pose la question, esprit, tu l'as? Ça répond aussitôt. Ça nous met oui. Bon, on est tout content, c'est la deuxième fois, ça marche. Fait bon, allez, là on est sûr, c'est pas l'un d'entre nous qui bouge le verre, quoi. Je lui demande son prénom, elle m'appelle son prénom. Alors, de souvenir, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que sa grand-mère s'appelait Marie. Donc il me semble que c'était Marie qui était marquée dessus. Et je sens une atmosphère... je sais pas, je sens, moi, je sens comme de la tristesse ou de l'émotion qui monte. Puis je regarde Julien, je vois Julien, il fait les grands yeux, il est un peu choqué de ce qui se passe. Donc là, je pose la question, je demande, est-ce que tu connais quelqu'un autour de cette table? Et ça répond oui. Donc là, moi, je commence à avoir les larmes qui montent, parce que je me doute de ce qui se passe. Je regarde Grégoire, il est abasourdi. Julien, je vois bien que l'émotion commence à monter, puis je pose la fameuse question, est-ce que tu es la grand-mère de Julien? Et elle nous répond oui. Donc là, s'en va une séance d'émotion où j'ai Julien qui est en pleurs devant moi. Moi je pleure aussi parce que on ressent toute l'émotion qui se passe. Grégoire il est touché aussi. Puis on en parlait il y a quelques minutes, donc on se dit est-ce que c'est l'inconscient qui fait ça? Je pense pas, parce que Julien en plus il est complètement dans la carte de la table, donc il a pas forcément de force pour faire bouger le verre, et on sent bien que ça pousse pas vers lui et que son doigt il appuie pas forcément dessus, et il jouerait pas avec ça. On lui demande si elle a un message à passer à Julien, c'est pour ça qu'elle est là. Elle nous dit oui. Donc on lui demande de dire son message. Elle nous marque
C'était assez saccadé, c'était « je aime toi ». Et après « manque moi ». Donc Julien est très ému, on est tous très émus, et puis je me dis attends, on va pas se faire de faux espoirs, je sais que ça rigole pas dans ce monde-là, faut vérifier déjà si c'est réellement ta grand-mère. Donc du coup je dis Julien, t'as pas, je sais pas, t'as pas quelque chose qui vient en tête que seul toi et ta grand-mère savaient? Il fait non, je vois pas. Puis je lui demande, prouve-nous que t'es bien la grand-mère à Julien. Elle nous épelle, alors de souvenir, je crois que c'était Émile, ou un autre prénom, je me souviens plus exactement. Puis Julien, je vois, je dis ça te dit quelque chose, il me fait c'est le prénom de mon grand-père. Ok. Je fais mais bon, ça c'est facile à trouver. Je fais tout le monde aurait pu trouver, c'est facile à trouver. Je fais prouve-nous autre chose. Elle nous sort une date. La date, je serais incapable de la trouver, mais je sais que quand elle a sorti la date, là Julien s'est mis à pleurer. Je fais mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il fait ça, la date, c'est la date de naissance de ma nièce, donc de sa petite fille. Il me fait toi tu la connais pas, il me fait Grégoire la connaît pas, personne la connaît, il y a que moi, elle est née récemment. Il me fait c'est sûr, c'est ma grand-mère. Donc du coup après lui passe ses mots à sa grand-mère et ce qu'il voulait lui dire, parce que ça lui fait plaisir, il avait pas eu le temps de lui dire ce qu'il ressentait avant son décès. La seule chose qu'on lui a demandé, c'est si elle se sentait bien et si elle était heureuse où est-ce qu'elle était. Elle nous a répondu oui. On lui a demandé si elle avait d'autres choses à dire. Elle nous a dit non et elle nous a directement dit au revoir. Donc après ça, là on a dû faire une pause. On n'a pas trop le choix, on a fait une pause parce que là c'était grosse séance d'émotion, il fallait qu'on débriefe dessus. Par rapport à Grégoire, lui qui était là, ça l'a tellement choqué de ce qui s'était passé, il a pas voulu rester. Il a dit je rentre à la maison, je rentre chez moi, je veux plus voir parce que il y croyait un peu, mais il pensait pas que ça allait se passer comme ça. Et quand c'est sur des gens, lui aussi, je sais qu'il avait perdu du monde et je pense que il voulait pas forcément tomber sur quelqu'un qui était décédé ou quoi que ce soit. Nous, dans remis de nos émotions avec Julien et Grégoire une fois partis, j'ai mon petit frère qui descend. Je fais viens. Il vient de nous arriver des choses, on est en train de jouer, faut que tu voies ça, faut qu'on te montre. Donc on décide de refaire des séances. On est tombé sur des petits esprits, entre guillemets, pas très importants, enfin je pense, où l'histoire, il n'y a pas grand chose à dire dessus. À savoir que là on se rapproche, il était, de souvenir, je crois qu'il était 1h30 du matin. Ça faisait déjà depuis pas mal de temps qu'on jouait. Moi je me sentais épuisé. Vu que c'est moi qui posais les questions, c'est moi qui invoquais les choses, je me sentais épuisé. Enfin, pas une fatigue comme une fatigue de travail, mais un épuisement moral. J'ai appris par plus tard en m'enseignant un peu que jouer à Ouija, normalement faut pas y jouer plusieurs fois d'affilée parce que déjà ça attire des mauvaises choses et qu'à côté ça puise notre énergie. À savoir qu'après on avait choisi notre bon jour parce que c'était un jour de pleine lune. Et je sais que la pleine lune, ça revigore le corps en énergie. Et du coup, après ces quelques séances avec mon frère et Julien, on décide d'en faire une dernière. On tombe sur un petit garçon qui nous donne son prénom, que je donnerai pas tout de suite parce que sinon c'est pas drôle, à qui on posait des questions et qui était très vague. Il répondait à côté de la plaque. On voyait, il baladait un peu le verre partout sur la table, il faisait un peu ce qu'il voulait. Je me suis dit que c'était parce que j'étais fatigué que ça marchait moins bien. Mais on sentait que c'était bizarre. Et la chose qui nous avait choqué le plus avec Julien et mon frère, c'est les bougies. Quand on est tombé sur cet esprit-là, on avait toujours nos bougies d'ouvertes, d'allumées, les fenêtres étaient fermées. Les bougies, une flamme, ça fait 2-3 cm de haut au grand maximum. Et quand on est tombé sur cet esprit, on avait des variations de flammes qui montaient à 6-7 cm. Des grandes flammes et on sentait un froid dans la pièce, mais on avait l'oscillation des bougies, des flammes de bougies, et c'était assez perturbant. C'était la première fois que ça nous arrivait dans toutes nos séances qu'on avait faites dans la soirée. Et à savoir que notre ami qui était en train de jouer tout à l'heure avec nous et qui n'y croyait pas trop et qui faisait n'importe quoi, qu'on a remplacé par Julien, elle était partie là-haut. Et on la voit arriver
donc dans l'arrière-cuisine, là où on était en train de jouer. Elle ouvre la porte en furie, on la voit, elle était un peu paniquée. Elle commence à nous dire « Arrêtez vos conneries, ça fait trop longtemps que vous jouez, je me suis renseigné sur le sujet, ça peut partir loin, faut faire attention. » Et je me souviens toujours, on l'a regardée et elle nous fait « Surtout, mais surtout, si vous tombez sur un zozo, vous arrêtez. » Là, on a des frissons qui parcourent notre corps, on se regarde avec mon frère et avec Julien, puis je me retourne vers elle, je fais bah, justement, on est en train de parler à un zozo. Donc elle, prise de panique, elle part en pleurant pour aller se cacher dans la chambre. Puis nous, on se regarde, on sait plus trop quoi faire. On fait bon, si c'est réellement ça, on est un peu dans la merde. Et tout prenait son sens. Les réponses un peu aléatoires, les flammes. Là, on s'est dit bon, je pense que c'est pas des conneries. On est réellement tombé sur quelque chose de malsain. Et j'ai posé une question que j'aurais peut-être pas dû poser. Je lui ai demandé, est-ce que tu es Zozo, l'esprit, le fameux esprit malsain et farceur? Et là, il nous répond oui. Et là, je m'en souviendrai toujours. On n'a pas eu le temps de réagir. Le verre est revenu au centre. Et là, d'un coup, le verre a voulu sortir de la table. Là, on a repris un élan de lucidité. Alors après, on a un petit peu, entre guillemets, coupé le jeu. Et c'est nous qui avons ramené le verre et on a dit au revoir esprit, on ne veut plus te parler. On l'a ramené directement sur la sortie. Bah là, on a décidé de complètement arrêter. Julien, lui, est rentré chez lui. Bon, pas trop rassuré, bien sûr. Après une histoire comme ça, c'est pas trop rassurant. Et je sais que moi, personnellement, comme Julien, mon frère, j'en ai pas trop discuté avec lui. Mais pendant quelques jours, on s'est senti très fatigué. Je sais que moi, j'ai pas quitté ma chambre. J'allais au boulot, j'étais pas bien. J'avais du mal à dormir. Et quand je dormais bien, je me réveillais, j'étais tout le temps fatigué. J'arrivais pas à me remettre de cette histoire. Bon, heureusement, on n'a pas eu de phénomènes bizarres qui se sont passés après ça. Et pour raconter cette histoire, j'ai quand même demandé l'autorisation à mes parents, vu que c'était dans leur maison. Ça, c'était la petite histoire du fameux Zozo, que moi je me suis renseigné, que oui, a priori, c'était bien un des esprits très très malsains qui pouvait pousser des gens au suicide, mais dont il n'y avait jamais de choses qui ont été avérées. Il y a pas mal de gens qui ont eu affaire à lui. Et il y a des gens de ce que j'avais vu, qui ont été attachés à lui, et qui ont dû aller faire un exorcisme, mais s'en séparer parce qu'ils avaient des mauvaises ondes, ils avaient envie de se suicider, ils avaient envie de faire des choses très mal, et c'est vraiment pas le bon esprit. C'est pas lui qui viendra t'agresser physiquement, mais il t'agressera moralement. Donc bon, après au moins on a eu une bonne et une mauvaise expérience, comme je dis à chaque fois, puis on a vu les deux cas extrêmes. Un proche avec plein d'émotions, et une histoire à côté un petit peu plus sombre, qui s'est bien terminée quand même. Quelques années plus tard, moi je me sentais toujours observé. Et ça, je me sens observé depuis la fois où, comme je dis à chaque fois, j'ai passé un pacte dans ma chambre. Quand j'avais 12 ans et que je faisais mes cauchemars. J'ai toujours eu cette sensation-là. Et pour moi, je l'ai encore actuellement. De sentir quelque chose avec moi. Pas forcément qui me veuille du bien ou du mal, mais qui est avec moi. Et quelques années plus tard, malheureusement pour moi, suite après une soirée, j'ai eu un accident de voiture. Cet accident, il faut savoir que c'était une ancienne voiture. Donc pas d'airbag, pas forcément de protection. J'ai fait des tonneaux avec. J'ai ma ceinture qui s'est coupée pendant l'accident. Donc les vitres avaient cassé, la voiture était en très mauvais état. Et au moment de cet accident, je le raconte pas forcément à beaucoup de monde, même ma famille ne sont pas forcément au courant, j'ai raconté qu'à 2-3 personnes. J'ai senti comme une chaleur, comme un cocon tout doux, comme je dis. C'est-à-dire que je sentais quelque chose sur moi qui me maintenait au fond de mon siège. Et pour moi, des peu souvenirs visuels que j'ai à cette époque-là, je revois encore quelque chose de blanc. Mais ça, est-ce que c'est le choc de l'accident ou mes souvenirs qui se mélangent, je sais pas trop. Mais en tout cas, je me souviendrai toujours de cette sensation d'être dans un cocon comme protégé ou je ne sais quoi.
Et il faut savoir que de cet accident, je suis sorti tout seul de la voiture et j'en suis sorti complètement indemne. Aucune égratignure, rien, et pourtant j'avais fait des tonneaux, la ceinture avait lâché pendant l'accident. Donc dans la logique des choses, j'aurais dû être baladé à droite à gauche au moment de cet accident. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose qui veillait un petit peu sur moi. Du coup, beaucoup plus tard, suite à ça, j'ai décidé d'aller voir une voyante. Parce que ça m'intéressait un petit peu plus et je voulais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc j'ai été la voir 2 fois, donc la première fois c'était le tirage de cartes standard et je n'osais pas trop poser des questions. Et la deuxième fois où j'y étais, je lui ai demandé. Ça va vous paraître bizarre, mais j'ai une question, je me sens suivi, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui me suit, qui reste avec moi, j'aimerais savoir ce que c'est. Bon, elle m'a rassuré que déjà si je croyais à la voyance et que je venais pour de la voyance, c'était logique de parler aussi des esprits, que les esprits existaient. Et au final, au tirage de mes cartes, la dame m'a confirmé que j'avais quelque chose de puissant par rapport à la normale qui restait avec moi, mais qui était ni bon ni mauvais. Elle ne pouvait pas dire de non ou quoi que ce soit, tout ce qu'elle m'a dit, c'est une entité supérieure. J'ai jamais eu forcément le courage par rapport à ça, et je m'y remets un petit peu maintenant à essayer de trouver son nom. Mais à chaque fois que je veux faire une séance avec un médium ou que je m'aventure là-dedans et que je veux prendre rendez-vous pour y aller, au dernier moment, mon esprit me dit non. Ne le fais pas. Donc du coup, je le fais pas. Je le fais pas du tout. Moi, au fond de moi, j'ai cette impression que c'est à moi de le trouver. Du coup, que c'est lui qui me dit non, on va pas voir les autres, c'est à toi de trouver tout seul la réponse. C'est pour ça que je m'instruis un petit peu plus maintenant dans ces histoires. Depuis la séance de Ouija que j'avais faite, je n'en avais jamais refait. Et un soir, chez ma nouvelle copine, son beau-frère me parlait un petit peu de paranormal, il me disait que lui, il sentait qu'il y avait une malédiction sur lui, que ça allait pas, qu'il voulait des réponses. Moi, vu qu'on avait un petit peu fêté aussi, et vu l'expérience que j'avais fait la dernière fois, il savait que j'avais fait du Ouija, et m'a demandé d'en faire. Moi, je voulais pas trop, parce que, je me suis dit, si on tombe encore sur une connerie, ça va mal finir. Au final, il a réussi à me convaincre de le faire. On en a fait. Alors de ce qui s'est passé de cette séance de Ouija, je pourrais pas dire si on a eu nos réponses, parce que lui comme moi on s'en souvient pas, et c'est pas du fait qu'on ait fêté, parce que du coup on était lucide à ce moment-là, et en soi on n'avait pas tant fêté que ça, mais lui comme moi on a perdu tout souvenir de cette séance, dès le lendemain. Et la seule chose de traumatisant entre guillemets, et qu'on n'aura jamais la réponse, c'est que le lendemain je me suis fait réveiller, il était 9h30, 10h, par ma copine, qui me crie dessus, et qui me hurle dessus, me disant que j'étais un malade d'avoir fait ça, qu'il y avait eu des conséquences. Je venais de me réveiller, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et elle me dit, on vient de retrouver le voisin mort. Le voisin est mort sur ses toilettes, étouffé, et on ne sait pas comment il s'est étouffé. Et là, je reste un petit peu stupéfait. Je dis non, arrête, c'est pas possible, c'est pas à cause de ce qu'on a fait hier, c'est impossible. Je le saurais, c'est obligé. En attendant, tu te souviens, elle nous a demandé si on se souvenait et qu'on explique. Donc je lui ai dit que malheureusement, on se souvenait de rien du tout. Que c'était très bizarre. On se souvient d'être parti se coucher, on se souvient de nos discussions d'avant, mais de la séance, on se souvient de rien du tout. Au moment où on a fait la table de Ouija et au moment où on a lancé le verre, on se souvient de rien après. On se souvient qu'on est parti se coucher et qu'on a discuté un peu après la séance de Ouija, mais c'est tout. Et le problème, c'est que même là, à l'heure d'actuelle, la mort du voisin, il était jeune. Il avait 45 ans. Ni les pompiers, ni les autorités, personne n'est capable de dire de quoi il est décédé exactement. Parce que sur les toilettes, il avait rien dans la gorge, et ils l'ont juste retrouvé tout bleu sur ses toilettes. Donc c'est très 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 bizarre. Donc concrètement, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais joué à Ouija. Enfin joué, c'est pas un jeu déjà. Je n'ai jamais refait de séance de Ouija. Alors
pour moi, c'était important de raconter mon histoire parce que suite à avoir écouté tous les podcasts, déjà, il y en a beaucoup qui m'ont touché. Et c'est surtout que j'en avais besoin et j'avais des histoires que je ressentais qui étaient similaires à la mienne. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui racontaient leur histoire dans les podcasts. Je trouvais que c'était souvent des femmes. Et je me suis dit qu'à un moment donné, faut avoir la force de raconter ces histoires-là pour que les autres puissent s'ouvrir aussi. Si moi je suis capable de le faire, les autres pourront aussi. Et après, moi j'ai une personne que j'aimerais bien qui me raconte ces histoires, mais qui me racontera jamais, je pense que c'est mon père. Parce que pour moi, mon père a vécu des choses, mais il veut pas nous le dire. Parce que dès qu'on lui parle de paranormal ou de voyance, il fait « je veux pas savoir. Pour moi, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. C'est juste un monde qu'on veut bien se créer à côté. Et pour moi, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Ça, c'est sûr. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.